Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence à nos côtés pour ce second webinaire organisé par Parlons RH sur le futur du travail. Notre focus ce matin sera sur la santé mentale, comme vous le savez, grande cause nationale 2025. Ce sujet prend une place croissante dans les préoccupations des entreprises et devient un enjeu pour faire face à un monde en pleine transformation. Je suis Christelle Schmuck, en charge du conseil RH et de la prévention santé au sein de Verbatim, et j'ai le privilège d'animer ce webinaire aux côtés de Flore Serré et Sandra Poma, que je vais laisser se présenter. Sandra, pour commencer. Oui, merci beaucoup Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandra Poma, directrice de la transformation RH chez Deloitte France. Depuis plus de 10 ans, pour me présenter assez rapidement, j'évolue au sein de Deloitte à différents postes RH, HR Business Partner, des RH aussi de Business Unit durant un certain nombre d'années, avant de prendre depuis l'an dernier la direction de projets de transformation transverse. Et mon rôle aujourd'hui consiste à piloter, incarner une dynamique de transformation qui va allier performance, engagement et innovation. Et parmi les sujets clés que je porte, un sujet central, celui de la santé mentale. Et nous avons donc lancé l'an dernier un plan structuré autour de plusieurs axes que j'aurai plaisir à vous partager durant ce webinaire. Merci beaucoup, Sandra. Flore? Bonjour à tous, donc moi je suis Flore Serré, je suis la directrice générale de Verbatim. Donc on est une compagnie spécialisée dans l'accompagnement de DRH dans leur politique en fait de prévention santé et de politique de care. Et donc on est ravis aujourd'hui d'être aux côtés de Sandra pour pouvoir parler de santé mentale. Merci beaucoup, mesdames. Et donc, effectivement, nous reviendrons ensemble sur des constats concrets, des enseignements issus de données observées dans différentes organisations, des leviers d'action pour intégrer la santé mentale dans des programmes de prévention et renforcer la sécurité psychologique, qui est un bien commun. Et merci beaucoup encore à Sandra d'être à nos côtés pour partager le retour d'expérience de Deloitte qu'on accompagne sur une des briques de leur dispositif, mais nous en reparlerons au cours de ce webinaire. Quelques consignes avant de démarrer. Donc, on a 45 minutes à partager ensemble. Vous avez sur votre droite un encart réservé pour vos questions. Donc, on essaiera d'y répondre tout au long et au fil de nos discussions ou réserver un temps à l'issue. Donc, nous allons maintenant démarrer notre session. Après ces quelques consignes, donc peut-être pour revenir avec nous sur un premier volet, pourquoi il est important effectivement de se saisir de cette question de la santé mentale en entreprise. Donc Flore, est-ce que tu peux revenir avec nous sur des faits saillants et notamment le lien entre absentéisme que l'on peut constater au sein des entreprises et la santé mentale? Oui, merci beaucoup Christelle. Effectivement, je pense que c'est une bonne manière aussi d'approcher la santé mentale, de la rendre un peu plus tangible, c'est d'aller regarder finalement qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait pour un employeur. Et là, on peut s'appuyer sur des données qui sont assez saisissantes, donc qui sont issues du Datascope, l'Observatoire de la vie en entreprise, l'édition 2025 qui a été préparée par AXA, et puis qui sont aussi des constats que nous faisons au quotidien lorsque nous accompagnons du coup nos clients. Et quand on regarde en fait donc ces chiffres, on voit que les entreprises, elles font face à des niveaux records et persistants d'absentéisme. Donc si on regarde un peu pré-Covid, et maintenant on est à plus 41% en termes de niveau d'absentéisme. Et pourquoi on fait ce lien? Parce que tout simplement, la santé mentale, les troubles psychologiques sont devenus la première cause d'arrêt longue durée en France. Et ça, c'est quand même assez saisissant quand on y pense, c'est même devant les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et même devant le cancer. Donc là, on n'est pas du tout sur un concept, on va dire, flottant, on n'est pas du tout sur un risque émergent, on est bien sur un phénomène qui est vraiment massif et qui est surtout persistant. Et j'irais même un cran plus loin, nous on constate chez Verbatim des tendances qui sont quand même préoccupantes. On voit maintenant qu'on a un peu plus de recul, que c'est un phénomène qui vient particulièrement impacter les femmes. On a 6 cas sur 10 d'arrêt longue durée chez les femmes qui sont liés à des troubles psychologiques. Et puis on voit surtout chez les jeunes cette tendance montée. Je pense que vous le constatez à mon avis et on a hâte d'avoir vos commentaires dans le chat. Mais on le voit dans les chiffres, en fait, l'âge moyen du burn-out se rajeunit. Et surtout, on a une part en fait, de burn-out chez les moins de 30 ans qui a augmenté de plus de 60% depuis 2019.
Et ça, maintenant, moi, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on voit beaucoup d'articles dans la presse, mais nous, on le constate réellement, en fait, dans vos chiffres côté absentéisme. Et puis, le dernier point, c'est que on sait que c'est un phénomène qui va durer. On n'est pas sur un effet de mode parce qu'on sent aussi qu'il y a dans la société des évolutions qui viennent un peu fragiliser en fait certaines catégories de salariés. Et donc, typiquement, on sait que la part de salariés aidants dans nos entreprises est en augmentation. On sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 12 millions, mais c'est quelque chose qui va continuer à augmenter. Or, quand on est aidant, on est face en fait à une charge mentale qui est immense et on est beaucoup plus exposé en fait à des risques de santé mentale. Et puis, je pense aussi en fait à la grande en fait augmentation de familles monoparentales. Donc ça, c'est vraiment en lien avec les évolutions de notre société. Or, quand on est une famille monoparentale, on le sait aussi, beaucoup plus de charge mentale, beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'imprévus à gérer. Et donc ça nous expose aussi beaucoup plus en fait à des sujets de santé mentale. Donc, je pense que vraiment le point clé pour nous, c'est de dire, là, la discussion qu'on veut avoir, elle ne se situe pas du tout au niveau d'une obligation légale, simplement RPS. On est vraiment bien au-delà de ça et bien au-delà aussi de problématiques simplement de marque employeur. En fait, là, l'entreprise, elle est finalement au premier front d'une tendance vraiment importante et de masse et elle a un vrai rôle en fait à jouer sur ce sujet. Merci beaucoup, Flore. Et du coup, j'ai envie de te demander, Sandra, est-ce que ces tendances, vous les observez au sein de Deloitte ? Complètement, oui. C'est des chiffres, en tout cas, Christelle, Flore, qui résonnent particulièrement chez nous. On a, et je pense que ce n'est pas un secret, dans le secteur de l'audit et du conseil, une population en fait qui est jeune, une moyenne d'âge donc autour de 30 ans. Et c'est quand même une population qui déjà exprime de plus en plus directement ses attentes et ses fragilités, y compris sur les questions de santé mentale. Et lors de nos 2 dernières certifications Great Place to Work, puisqu'on a donc été candidat à 2 reprises sur ces 3 dernières années, on a été certifié les 2 fois. Et ce qu'il en ressort en termes de constat, c'est qu'à peine 50% de nos collaborateurs se déclarent comme se sentant suffisamment à l'aise pour parler de leur santé mentale ou même pour se sentir soutenus au sein de l'organisation. Donc, c'est un signal fort qui a été pour nous en interne un déclencheur et qui nous a amené aussi à donc, structurer un plan d'action beaucoup plus ambitieux et plus lisible aussi sur ces sujets. Et cette démarche, en tout cas dans cette construction, l'un des grands défis rencontrés, et je sais qu'il est rencontré aussi par chacun d'entre nous dans nos entreprises, ça a été et ça continue d'être justement aussi la difficulté à capter ces signaux faibles de manière fiable. On a notamment la notion d'absentéisme que tu évoquais, Flore, et d'arrêt maladie. L'absentéisme finalement lié spécifiquement à la santé mentale, on sait déjà que ça reste très sous-déclaré. Et ça rend en tout cas d'autant plus important et essentiel le fait d'entrer, en tout cas à notre niveau, ça a été le constat, en collaboration au niveau vraiment de la fonction RH, d'être dans une collaboration étroite avec déjà la médecine du travail pour objectiver aussi davantage ces cas, mieux capter et puis aussi à notre niveau davantage humaniser notre accompagnement et non pas effectivement l'envisager comme tu l'as indiqué Flore sous un angle d'obligation légale et de RPS, mais vraiment un changement de culture et un accompagnement. Merci beaucoup, Sandra. Donc, peut-être pour faire un autre point, on sait que pour parler de la question de la santé mentale, il faut, on va dire, lever des freins et des tabous qui sont nombreux autour de cette question-là. Au niveau sociétal, on l'observe, de plus en plus de grands de ce monde, des sportifs parlent. La grande cause est incarnée par Teddy Riner aujourd'hui. Mais qu'en est-il au sein de l'entreprise ? Est-ce que Flore, tu peux revenir avec nous sur cette question-là? Je te laisserai ensuite, Sandra, rebondir. Oui, et je trouve d'ailleurs les chiffres issus de vos enquêtes, Sandra, parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire 50% des salariés aujourd'hui qui se sentent à l'aise pour en parler. Ça illustre bien en fait ce tabou qui persiste. On sait qu'il y a de nombreux tabous et ces tabous, en fait, quelque part, ils empêchent les personnes d'être pris en charge dans les bons délais et surtout d'être bien orientées. Alors, on sait qu'il y a, au-delà des tabous, aussi des freins parce qu'on fait face aussi à un système de soins qui, finalement,
fait qu'il y a des délais d'attente très élevés pour aller consulter ne serait-ce qu'un médecin généraliste ou même un psychiatre ou un psychologue. Et puis on sait qu'effectivement, il y a des coûts qui peuvent être associés à ces solutions-là thérapeutiques. Donc, il y a plusieurs, en fait, donc ça c'est des choses, c'est des données un peu structurelles. Donc, on n'a pas forcément la main là-dessus. En revanche, en tant qu'employeur, on peut avoir la main sur deux choses. Nous, c'est un peu les convictions qu'on porte chez Verbatim. C'est pour nous les deux leviers que l'employeur peut utiliser. C'est combattre un peu la peur et combattre la méconnaissance. Combattre la peur, ça veut dire quoi? C'est vraiment libérer la parole et lever les tabous, parce que souvent, les personnes qui ont des troubles psychologiques peuvent exprimer une sorte de honte. C'est vécu encore comme se mettre un peu en vulnérabilité vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de ses collègues. Et on associe souvent, en fait, ces troubles à des fragilités. Donc, on a peur finalement un peu d'aller prendre les devants et d'aller, en fait, oser demander de l'aide. Donc, c'est une première chose sur laquelle je pense que l'employeur peut vraiment avoir un rôle déterminant en simplement dire que c'est OK de parler de santé mentale, que la santé mentale, elle est fluctuante par nature. C'est OK de ne pas être bien un moment, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien tout le temps et que c'est OK de pouvoir aussi en parler entre nous. Le deuxième point, deuxième tabou pour nous, c'est la méconnaissance. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un trouble, on peut avoir en fait un état passager où on n'est pas bien. Par contre, quand ça dure trop, c'est là où on a vraiment besoin d'agir. Et là, il y a une méconnaissance, c'est que souvent, les personnes qui sont en trouble dépressif, au démarrage, elles pensent qu'elles vont pouvoir s'en sortir toutes seules. Et donc ça, c'est vraiment aussi une méconnaissance qu'il faut avoir. On ne peut pas forcément s'en sortir tout seul quand la dépression est installée. C'est vraiment nécessaire d'aller se faire aider par son médecin et ensuite par un psychiatre ou un psychologue. Et c'est là aussi où je pense que l'employeur peut vraiment avoir son rôle. C'est aussi de pouvoir expliquer ça et de pouvoir aussi aider le salarié à savoir qui aller voir. L'aider en fait à finalement s'orienter dans le système de soins actuel. Merci beaucoup Flore. Et du coup Sandra, pour Deloitte, ces tabous et freins, j'imagine qu'ils existent, tout comme ils doivent exister dans les nombreuses entreprises qui sont représentées avec nous ce matin. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager avec nous. Mais est-ce que Sandra, comment ce sujet est abordé pour lever ces freins? Quels sont-ils? De toute façon, les verbatims qui sont affichés à l'écran, clairement, ils résonnent complètement. Et ça montre bien, et c'est le cas aussi chez nous, à quel point la santé mentale, ça reste encore entouré de flou, de non-dits et même de gêne. Et on le constate très clairement aussi dans nos équipes, comme dans beaucoup d'environnements. Chez nous, les choses évoluent petit à petit, mais malgré ça, on perçoit encore beaucoup de pudeur, une forme aussi de retenue assez culturelle. On n'a pas non plus la même maturité aussi en fonction des pays et des différentes cultures environnantes. Et on a parfois aussi, et même, je dirais même plutôt souvent, une certaine méfiance de la part de nos équipes aussi sur ces sujets. Certaines personnes, elles n'osent pas poser des mots. D'autres ne savent pas finalement à qui vraiment s'adresser dans ces situations, où elles peuvent, comme tu le disais Flore, craindre que cela nuise aussi à leur image professionnelle. Donc ça, c'est vraiment en tout cas des freins, je pense assez transversaux, qu'on constate aussi chez nous. Et l'autre point, c'est qu'il y a aussi quelque part je l'ai perçu en tout cas à mon niveau, une forme de doute. Certains se demandent en réalité en tant qu'employeur si est-ce que c'est réellement une démarche sincère de mon employeur ou est-ce que c'est tout simplement une opération marketing, de communication one shot. Et c'est justement en fait pour lever ces freins que dans notre organisation, on a réellement fait le choix d'avoir une approche incarnée, durable. Elle est encore récente, mais elle a vocation en tout cas à perdurer dans le temps, à se renforcer petit à petit et on communique et on y travaille énormément. Et en termes d'incarnation, l'un des points clés, ça a été de faire porter justement cette ambition par notre COMEX. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, d'insister sur ce volet de la confiance et de la confiance qui doit s'installer effectivement de manière pérenne pour adresser ces sujets qui ont une clé importante pour
pour l'ensemble des entreprises. Peut-être on va revenir maintenant sur un point qui nous semble important, parce que ce phénomène, c'est vrai que post-Covid, on parlait peu de la santé mentale, ce n'était pas dans le vocabulaire de nous tous, mais que depuis le Covid, ça a accéléré effectivement l'hybridation du travail, que ce sont des modes à la fois des avantages et des inconvénients. On parle de plus en plus d'addictions qui sont dans le cœur de la santé mentale, de l'éco-anxiété et des impacts des transformations du travail. Est-ce que, peut-être dans un premier temps, Sandra, vous êtes un métier de consultant, souvent à l'extérieur, donc le travail, le mode de travail hybride, c'est votre quotidien. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage sur ces impacts, ces bienfaits et ces méfaits, parfois, sur la culture de l'entreprise et la santé mentale? Bien sûr. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a quelques années, le travail hybride, quand bien même c'est un métier où effectivement on est assez nomade, c'était pas en tout cas du tout ancré dans nos habitudes et dans notre culture. Sur cette question, en tout cas des modes de travail hybride, je pense qu'en plus, dans la continuité de ça, on vit encore une phase d'ajustement assez active. J'entends par là qu'en tout cas, au sein de notre organisation, on est passé à l'époque, en quelques mois, d'un modèle donc quasi intégralement présentiel, lorsqu'on n'était pas au bureau, c'est qu'on était chez le client, à finalement un télétravail qui, chez nous, a été assez massif en période de crise, avant de revenir finalement aujourd'hui à un cadre qui s'est stabilisé autour d'à peu près 2 jours de télétravail en moyenne par semaine. Mais derrière ce nouvel équilibre, quand bien même il a effectivement beaucoup de vertus en termes de gain de temps de trajet, etc., donc de se ménager aussi dans ces contraintes, ça a fait émerger aussi des tensions beaucoup plus profondes. J'entends par là donc une forme d'isolement de certains profils, notamment, et ça résonne chez nous, les plus jeunes, mais aussi les nouvelles recrues qu'on accompagne. Et on sait que dans notre métier, en tout cas, on a aussi des pyramides qui se renouvellent assez régulièrement. Et donc, ce sont des populations pour qui le bureau, il reste un lieu d'apprentissage et d'intégration. Et à l'inverse de ces situations-là, on a aussi, et on continue d'observer, une fatigue. Et une fatigue qui va être liée justement à cette dimension nouvelle qui est celle de l'hyperconnexion, ou une difficulté justement à bien délimiter les temps professionnels des temps personnels. Donc, toutes ces tensions, toutes ces mutations, ce qu'elles nous ont enseigné, c'est que l'hybridation du travail, ça ne peut pas être simplement en fait une règle de jour à distance qui passe par une charte. Elle suppose un vrai accompagnement managérial avec des rituels d'équipe et avec une attention constante portée à l'expérience collaborateur, et c'est une attention qu'on porte aussi justement à travers notre plan de santé mentale. Merci beaucoup, Sandra. Flore, est-ce que tu veux rajouter effectivement des échos de ce qui peut être observé dans d'autres entreprises? Oui, et enfin, il y a un point que tu viens de souligner, Sandra, autour de l'hyperconnexion. Nous, on vient justement de sortir un sondage. On est venu sonder 1000 salariés en France sur ce sujet-là. Et les résultats, ils sont vraiment percutants. C'est-à-dire qu'on a 65% des salariés qui se disent dépendants aux écrans. Donc, c'est énorme. Et surtout, 60% des répondants qui estiment que cette dépendance, elle s'est accentuée depuis quelques années. Donc, on voit finalement que ce télétravail, il est venu ancrer encore plus fortement dans notre quotidien les écrans, et qu'il est venu aussi mettre beaucoup plus de porosité entre vie pro, vie perso, et donner finalement une plus large part encore dans nos vies aux écrans. Et donc ça, c'est vraiment aussi un phénomène, je pense qu'en tant qu'employeur, on doit surveiller vraiment de près parce que c'est vraiment quelque chose qui monte. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce phénomène-là, il est beaucoup trop banalisé, voire valorisé. Alors que là, on a vraiment les prémices d'une addiction.
quand on a justement ces consommations un peu compulsives, cette perte de contrôle, c'est ce qui caractérise une addiction. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui remonte beaucoup aussi de nos discussions avec nos clients et qui a un lien très fort avec la santé mentale. Quand on est connecté sans arrêt aux écrans, que ce soit pour le travail ou pour la vie privée, peu importe, ça fait que finalement, on ne se laisse pas du tout assez de temps de récupération mentale. Et puis, ça impacte énormément le sommeil. Et or, on sait que le sommeil joue un rôle énorme dans la santé physique et mentale et que les Français aujourd'hui, ils sont déjà en dette de sommeil. Je crois que c'est 6h40 en moyenne pour un salarié français, là où en théorie, il faudrait quasiment approcher les 8 heures par nuit. Donc pareil, je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment regarder de près et mettre en place en fait des programmes de sensibilisation sur le sujet. Merci beaucoup Flore. On a abordé tout ce qui est hybridation du travail, addiction, tu l'as évoqué. Éco-anxiété, c'est intéressant et notamment peut-être Sandra d'avoir le regard de Deloitte parce qu'il y a une étude de l'ADEME que je vous invite, je vous mettrai le lien à découvrir si vous ne la connaissez pas, qui dit que 2,1 millions de personnes interrogées dans le cadre de cette étude sont très fortement anxieux avec plus de 420 000 personnes qui, dans cette étude, risquent de basculer vers une psychopathologie. Donc, c'est un sujet sur lequel il est important aujourd'hui de prendre en considération également, notamment, alors pas que les jeunes générations, mais c'est vrai qu'elles sont plus sensibles et aussi toutes les personnes qui travaillent autour de cette question-là. Sandra, est-ce que tu peux partager avec nous, parce que je sais que vous avez un programme dédié sur l'éco-anxiété? Alors, un programme, c'est plutôt, on est plutôt actif de manière générale, effectivement, sur le sujet, en tout cas, du développement durable. Et comme tu le disais, l'éco-anxiété, en tout cas, c'est un sujet qui, chez nous, depuis un moment déjà, et même bien avant la pandémie, remonte beaucoup dans nos échanges internes, en particulier, comme tu le disais, sur les jeunes générations, mais pas que. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette anxiété, elle n'est pas simplement personnelle. Elle se manifeste aussi beaucoup dans le rapport au travail. Et beaucoup expriment un besoin de cohérence finalement entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et ce que l'entreprise incarne. Et sachant que dans notre organisation, on a, comme on disait, une population assez engagée justement sur les enjeux climatiques. On a des équipes vraiment de consultants experts sur ces sujets qui accompagnent nos clients au quotidien. Donc, beaucoup d'experts mobilisés. Mais il y a aussi à côté de ça une forte attente de sens dans les missions et dans les prises de décision au quotidien. Et tout ceci, en tout cas, ça nous a poussé depuis un moment déjà à vraiment en prendre le sujet au sérieux. Alors, non seulement effectivement à travers assez classiquement des engagements RSE, mais aussi en ouvrant, et je l'ai vu passer dans le chat d'une personne qui a parlé de la fresque du climat qui est effectivement chez nous mise en œuvre depuis un certain nombre d'années. Ça passe effectivement donc par l'ouverture d'espaces de discussion où chacun peut exprimer ses doutes, ses contradictions et tenter aussi de trouver des points de repère, car l'éco-anxiété, et je pense que c'est un point clé, si elle n'est pas entendue, elle peut réellement devenir un facteur de désengagement. Merci beaucoup, Sandra. J'en profite pour remercier les personnes qui échangent dans le chat, parce que c'est important, on est là aussi pour partager des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas, pour celles et ceux d'entre vous qui auraient des bonnes pratiques autour soit du thème de l'éco-anxiété, voire même sur la question des dispositifs autour de la santé mentale, de le partager dans le chat pour qu'on puisse, c'est vraiment ce temps d'échange et de bonnes pratiques qu'on a ensemble ce matin. Donc, peut-être pour revenir sur l'ensemble des dispositifs, et puis je suis sûre qu'on aura plein de bonnes pratiques qui vont être partagées dans le chat. Il serait peut-être intéressant que vous nous décriviez, alors globalement, effectivement, Flore, les programmes, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut observer dans l'entreprise, et puis et ensuite, Sandra, un zoom particulier sur les dispositifs au sein de Deloitte. Donc, Flore, si tu peux revenir. Oui, tout à fait. Et je pense que là, ici, le message clé, c'est de se dire que finalement, pour avoir un programme qui est efficace en santé mentale, il ne s'agit pas juste de mettre en place une seule initiative. On voit que ça ne marche pas. C'est vraiment, en fait, construire une démarche. Et on connaît déjà un peu, on connaît les
les éléments en fait clés pour qu'un programme ait du succès. Et ça, c'est issu en fait des recommandations de l'OIT. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est vraiment un triptyque. Alors, il y a le premier volet que vous connaissez, qui est vraiment la prévention et notamment des RPS, qui est vraiment le travail sur vos fondamentaux en tant qu'employeur, c'est-à-dire travailler sur l'organisation, les conditions du travail, les pratiques managériales qui vont être davantage propices à la sécurité psychologique, donc de valoriser en tout cas les pratiques qui sont propices à la sécurité psychologique, mais aussi là-dedans de mettre en place par exemple des processus de remontée d'alerte, que ce soit sur l'incivilité, si par exemple on est sur des salariés qui sont particulièrement exposés à du public externe, ou sur le harcèlement. Et ça, c'est important aussi d'avoir, on va dire, ces fondamentaux-là qui sont en place. Nous, ce qu'on observe quand même en entreprise chez nos clients, c'est que sur ce premier pilier, il y a déjà, on va dire, beaucoup de choses qui sont faites. Donc, on ne part jamais de zéro, en fait, sur la santé mentale. On a déjà des bons fondamentaux, en général, qui sont en place, nous, en France. Après, il y a le deuxième volet sur lequel, qui est la sensibilisation. Pour moi, c'est le volet qui, justement, là, à mon sens, devrait être davantage renforcé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que grâce, en fait, à on va dire, le cadre réglementaire autour des RPS, on a une catégorie de salariés que sont les managers qui sont déjà, à mon sens, plutôt bien sensibilisés ou plutôt bien formés, en tout cas à minima sur le sujet des RPS. Je pense qu'il faut étendre un peu plus le sujet ou l'ouvrir davantage sur la santé mentale. Et puis surtout, je pense que là, le message clé, il ne suffit pas juste de former, il faut vraiment que les managers et l'équipe dirigeante incarnent réellement en fait la démarche. C'est exactement le point de Sandra de tout à l'heure. Il faut aussi en fait convaincre que c'est vraiment une démarche qui est non seulement sincère, mais qui va s'inscrire aussi dans la durée. Le deuxième bloc, c'est autour des collaborateurs. Et ça, je trouve que ça manque cruellement aujourd'hui, de vraiment sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment essentiel parce que c'est ça qui va permettre de créer des filets de sécurité dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment aider les collaborateurs à comprendre que la santé mentale, c'est des choses extrêmement concrètes. Là, on parle de stress, d'anxiété, de burn-out, de dépression. Il faut aider en fait les collaborateurs à comprendre les signes avant-coureurs de ces différents troubles et puis les aider aussi à s'orienter, savoir en fait comment agir, comment en parler pour soi et pour les autres. Ça, c'est vraiment en tout cas nous ce qu'on pousse beaucoup. Le troisième bloc, c'est autour en fait, on va dire des personnes qu'on qualifie personnes ressources au sein de l'entreprise, RH, préventeurs, services santé au travail, où là, effectivement, on a de belles innovations qui ont lieu avec notamment les formations au premier secours en santé mentale qui sont en train maintenant de se déployer en France et sont des personnes relais. C'est hyper important en fait dans votre entreprise. Vous formez les managers, vous formez l'ensemble des collaborateurs. Vous avez aussi besoin de former des personnes ressources pour qu'ils puissent faire le pont en fait entre les collaborateurs et les dispositifs ensuite de soutien. Et ce qui m'amène finalement au troisième bloc, qui est le bloc de soutien, c'est-à-dire vraiment en aval. Quand on a bien fait finalement toutes ces phases de prévention et de sensibilisation, il va rester quand même un certain nombre de cas. Et donc, pour ces cas qui sont déjà, on va dire, avérés, là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs d'aide. Donc, ça prend la forme de lignes d'écoute. Ça peut prendre la forme aussi d'assistants sociaux. Je pense que c'est un rôle aussi qui est peut-être un peu sous-estimé. L'assistant social en entreprise, en fait, il joue vraiment, enfin, il peut jouer vraiment un rôle très important d'aide pour ces personnes qui sont en difficulté. Et puis, évidemment, en lien avec la médecine du travail. Mais donc, vous voyez un peu les trois blocs qui permettent finalement d'avoir une démarche complète et qui permet de pouvoir traiter durablement en fait ce sujet. Merci beaucoup, Flore. Sandra, donc on a tous hâte de voir quel est le programme dans ces grands dispositifs qui est appliqué au sein de Deloitte. Et peut-être, alors il y a plein de choses et merci pour tous vos échanges sur le volet du chat, pour vos partages de liens et d'expériences. Il y avait une question notamment sur les accords. Est-ce qu'il y a des accords qui sont mis en place autour de cette question-là? Donc Sandra, je te laisserai y répondre après cours de la présentation du programme chez Deloitte. Oui, pour le coup, la notion d'accord, elle est fondamentale
Et je remercie pour la réponse qui a été apportée à mon nom du coup dans le chat concernant justement nos lignes d'écoute, nos hotlines, cellules psychologiques. Mais il est vrai que notre approche et le plan en tout cas qu'on a mis en place est encore plus global que ça, puisque comme je le disais en introduction, donc dans le cadre de mes fonctions, j'ai l'année dernière donc lancé un plan structuré autour de 3 axes qui sont ceux que vous avez à l'écran, donc qui sont complémentaires les uns les autres, et qui avait vraiment et qui a pour ambition d'agir de manière beaucoup plus préventive et durable. Dans les grandes lignes, si on fait le tour un petit peu de ces 3 axes, donc le premier qui est plutôt attrait à la mesure et au suivi. Sur ce premier pilier, nous avons déjà, dans un premier temps, et tu l'évoquais Flore, renforcé notre suivi RH à travers donc des enquêtes, des diagnostics internes qui sont pour certains menés avec l'appui de partenaires externes spécialisés. J'ai vu une question notamment passer sur la recommandation de prestataires justement sur des sujets de santé mentale. Il y a un prestataire clé avec lequel je collabore sur beaucoup de nos initiatives au sein du plan, c'est Sens et Cohérence, donc je leur fais un petit peu de publicité, une société en tout cas qui est portée pour ceux qui le connaissent par Adrien Chignard, qui est très connu aussi sur ces sujets. Donc, pour revenir en tout cas à ce premier pilier, donc on a effectivement ces appuis de prestataires sur des phases de diagnostic, d'enquête et d'accompagnement aussi parfois individuel et collectif d'équipe. Là, on détecte des sujets. On a mis également en place des entretiens dits appelés entretiens de check-up qui sont là aussi pour renforcer le suivi RH dans la durée, tout au long de l'année et non pas uniquement dans des perspectives annuelles ou à certains moments de l'année. Et bien entendu, pour cela, on est passé aussi par des actions de formation de nos équipes RH, de manière à ce qu'elles soient en capacité d'être dans la détection justement des signaux faibles. Et l'objectif déjà de ce premier pilier était d'être davantage dans l'anticipation justement des situations à risque. Le deuxième pilier, former et agir. Là, pour le coup, donc, depuis l'année dernière, tous nos managers suivent de façon obligatoire un parcours de formation donc, qui est composé de plusieurs lots et modules qu'on a co-construit donc, justement avec Sens et Cohérence. Et c'est à la fois pour eux, pour nos collaborateurs, un temps de recul, un espace de partage aussi entre pairs. C'est pour ça qu'on l'a conçu aussi sous la forme d'un parcours et non pas d'une formation one-shot. Et l'idée, c'est leur permettre d'apprendre déjà à prendre soin d'eux parce qu'on sait qu'en tant que manager, on est aussi à la frontière d'injonctions aussi qui sont compliquées au quotidien. Et c'est une population qui est aussi très à risque. Donc, prendre soin de soi, mais aussi savoir soutenir concrètement ses équipes au quotidien. Et dans le troisième pilier, donc là, plutôt des actions de sensibilisation, on a lancé tout au long de l'année, et on poursuivra donc à l'avenir, des cycles de conférences sur le sujet ouverts à tous. On a également orchestré une campagne de communication interne et c'était pour le coup la première fois dans notre organisation qu'on se lançait sur ce type, en tout cas d'initiative, une communication justement de libération de la parole qui a été vraiment en tout cas très visible, placardée en digital, en physique et qui a été soutenue et incarnée par notre COMEX. Et c'était encore un point important justement à ce niveau-là. Et puis ensuite, dans ces actions de sensibilisation, on a aussi lancé un e-learning immersif auprès de l'intégralité de nos collaborateurs, un e-learning justement conçu et mis à disposition par les équipes Verbatim. Et on y reviendra, je pense, juste après. Mais ça a été en tout cas aussi un élément pivot de notre action pour toucher l'intégralité de notre population. Et dans sa globalité, ce programme, il est là, encore une fois, et j'insiste là-dessus, pour s'inscrire dans la durée. Et on s'est attaché justement dans nos communications à faire comprendre qu'on ne s'ancrait pas dans une campagne ponctuelle, mais qu'on s'engageait en tout cas dans un vrai levier de transformation culturelle autour justement de ce sujet de la santé mentale. Merci beaucoup Sandra. Donc peut-être on va partager avec vous effectivement ce programme de e-learning donc, qui a été conçu et lancé par les équipes Verbatim en 2024, donc l'Odyssée de la santé mentale, qui est un parcours sous format e-learning d'1 heure qui permet effectivement d'être adressé à tous les collaborateurs et pas que les managers, hein, et quels que soient les métiers qu'on exerce, pour adresser de manière déculpabilisante la question de la santé mentale, de donner des clés de compréhension pour soi
et ceux qui nous entourent, et ainsi que des clés pour agir et mieux s'orienter dans des dispositifs proposés à la fois dans le parcours de soins, mais également dans l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les entreprises et parfois peu connues. Ou peu utilisé par les collaborateurs, que ce soit dans le ligne de soutien psy, où on peut observer parfois dans certaines organisations des faibles taux d'usage entre 1 et 3, voire 4% pour les plus utilisés. Donc là, l'objectif avec ce programme, c'était effectivement d'atteindre le plus grand nombre et d'avoir des éléments de langage communs. Donc ce dispositif a été déployé il y a maintenant quelques mois, c'était en janvier chez Deloitte. Et peut-être, Sandra, tu peux nous en dire 2 mots pour les premiers retours des salariés qui ont pu effectuer ce parcours et ce qu'il reste à faire. Oui, parce que ce n'est que le début. Et effectivement, déjà, avant même de partager un retour d'expérience de nos collaborateurs, nous-mêmes, au sein de la fonction RH et au niveau de notre direction, c'est vrai que le format Odyssée, vous nous l'avez proposé de façon très spontanée dans le cadre de nos partenariats. Et ça a été, en tout cas, déjà à notre niveau, un format qui nous a tout de suite beaucoup séduit. On l'a tous collectivement trouvé très utile, très accessible. Et comme tu le disais, ce n'est pas conçu pour une population particulière ou pour des managers ou pour des dirigeants. C'est vraiment accessible à tous. Et avec un contenu qui est engageant et qui permet d'aborder la santé mentale, qui peut être perçue comme un sujet parfois un peu lourd ou pour lequel on peut ne pas se sentir concerné. Là, en tout cas, dans ce qui a été conçu, ça permet d'aborder en tout cas ce sujet de manière positive, sans dramatiser, mais sans banaliser non plus. Il y a eu un juste équilibre qui a été en tout cas trouvé dans l'approche. Et en termes de retour justement de nos collaborateurs après ces quelques premiers mois de déploiement, les retours, ils sont que le ton en tout cas est extrêmement apprécié, le format visuel et le retour principal, et c'est le but aussi et l'enjeu de ce type de dispositif, c'est qu'ils réussissent à mieux comprendre des notions qu'on emploie souvent sans toujours réellement les maîtriser. Et déjà, ne serait-ce que d'être dans cette approche où on comprend mieux les choses, c'est déjà un grand pas vers justement une parole un peu plus libérée. Et après, comme tu le disais, donc c'est lancé depuis janvier-février, c'est quand même encore assez récent aussi au sein de notre organisation. On a un taux d'adoption, en tout cas encore aujourd'hui, qu'on espère faire monter dans le temps. Et pour cela, ce qu'on envisage, c'est justement de capitaliser justement sur cet outil en nous appuyant sur un réseau interne qu'on appelle chez nous donc les Career Advisors. Or, ce sont de façon très simple des managers opérationnels qui jouent un rôle de relais RH dans les équipes. Et l'idée, c'est que dans le renforcement justement du rôle de cette population, on souhaite faire de l'Odyssée de la santé mentale un élément clé pour les aider justement à jouer ce rôle de proximité au quotidien et être vraiment sensibilisés sur ces sujets. Merci beaucoup, Sandra. J'ai envie de te demander, Flore, on a d'autres clients qui ont adopté ce programme. Est-ce que tu peux partager quelques retours ou quelques bonnes pratiques également Oui, tout à fait. En fait, le sujet de la santé mentale, il est pas si simple à aborder avec ses collaborateurs, donc on n'a pas envie de se tromper. Et en fait, nous, le feedback que nous font nos clients, ce qui leur plaise dans l'Odyssée, c'est que c'est une manière d'aborder le sujet qui est avec un langage qui est simple, qui est vraiment accessible pour les salariés. Là, dans le cadre de Deloitte, on est plutôt sur des profils de cadres ou cadres sup, voilà. Mais en fait, c'est un programme qui a été aussi conçu pour qu'il puisse trouver son public auprès de cols bleus aussi. Et donc, dans le langage, en fait, on nous fait beaucoup de retours sur le fait que c'est un langage qui est vraiment accessible, qui est simple et qui fait son office. L'autre point, c'est que on trouve beaucoup de choses, beaucoup d'apps, beaucoup de matériel, de ressources un peu partout. Nous, l'objectif, et d'ailleurs ce qu'on nous reconnaît, c'est que ça a été vraiment construit avec une docteure psychiatre, qui est le docteur Fanny Jacques. Donc,
Donc, on est aussi vraiment sur quelque chose qui est robuste. Et d'ailleurs, dans les feedbacks qu'on a de nos clients, ils le font souvent relire et expérimenter par les médecins du travail, par vraiment des experts de leur maison qui nous disent ça, au moins, c'est un programme qui est sérieux. Donc, c'est un premier volet. Après, il y a un feedback que j'adore donner qui est, on reçoit énormément de feedback de salariés qui nous disent franchement, j'étais pas du tout motivée pour faire ce type de programme, on va être franc. Encore une sorte de formation obligatoire. Et ils sont tous hyper positivement surpris finalement de l'expérience. Ils disent finalement, j'ai appris des choses. Finalement, ça m'a quand même un peu fait changer de vision en fait sur le sujet. Je me sentais pas forcément concernée. Je me rends compte que soit je le suis à titre personnel, soit en fait je décrypte mieux en fait ce qui se passe pour mes collègues ou pour mon équipe. Et puis, tous nous ont dit enfin quelque chose d'un peu pragmatique, c'est-à-dire c'est pas juste de la pédagogie, il y a vraiment un volet ensuite pour aider le salarié à s'orienter vers des ressources internes à l'entreprise ou externes. Donc, on nous dit aussi c'est vraiment bien parce que direct derrière ce programme, je savais en fait quoi faire ou aller chercher l'information. Merci beaucoup, Flore. Il nous reste 5 minutes à la fois pour répondre à l'ensemble de vos questions ou réactions. Elles ont été nombreuses. J'ai parcouru tout le chat. Il y a eu des échanges de pratiques. Il y a une question sur le délai de longue durée de l'absentéisme. Je vous renverrai le lien sur le baromètre de l'Observatoire de la vie en entreprise sur lequel on fonde sont extraits ces chiffres. N'hésitez pas à les consulter. Il y a eu beaucoup d'échanges de pratiques autour à la fois des fresques, des lignes de soutien psy. J'ai vu le brevet de secourisme en santé mentale, donc le fameux PSSM, qui est beaucoup adopté par des clients pour, on va dire, former des équipes sur ce volet-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu des échanges. Des questions également, et merci beaucoup pour les échanges de pratiques de Loite. Sandra, une personne, j'imagine, de ton équipe a beaucoup partagé. Merci beaucoup pour cela. Il y avait une question également, parce que je vois le temps qui file, et comme nous aurons à rendre l'antenne à 45 sur la distinction entre santé mentale et burn-out de Sylvie. Oui, ou d'autres questions sur qu'est-ce qu'on appelle les troubles de santé mentale. Tu veux peut-être y répondre? Alors, effectivement, la santé mentale, il y a c'est tout un équilibre au quotidien et justement, c'est ce sur quoi on revient dans le parcours sur la pyramide. La santé mentale, c'est un équilibre et nous, on se base sur la définition de l'Organisation mondiale de l'OMS, qui est un équilibre pour faire face aux difficultés naturelles de la vie. Parfois, on est confronté au quotidien à des difficultés, que ce soit un divorce, un deuil, une maladie qui fait que cette santé est fragilisée. Donc, et ce qu'il faut, c'est dans ces moments-là, trouver les ressources et être accompagné pour éviter que ça ne se transforme en une pathologie. Et puis, on a effectivement les pathologies sur lesquelles on revient beaucoup dans le cadre du PSSM, que sont des troubles forts comme de la schizophrénie, de la bipolarité, où là, voilà, on a une partie des personnes, mais dès l'instant où on est bien pris en charge, on peut travailler, on va dire, de manière tout à fait efficace. Le tout, c'est d'être pris en main pour adresser ces sujets. Et donc, ce qu'il est important, nous, notamment dans le cadre de l'Odyssée de la santé mentale, on revient sur les principaux troubles que sont le stress, l'anxiété, et donc à quel moment le stress qui se chronicise peut déclencher potentiellement un burn-out ou une fatigue extrême, à quel moment l'anxiété peut se transformer en un trouble anxieux qui nécessite d'être accompagné, et également sur le volet de la dépression, de faire une distinction sur tous ces termes au travers à la fois d'exercices, d'un voyage qui permet de comprendre ces différents troubles et pathologies, des podcasts, de témoignages, et ensuite de revenir sur comment à la fois les détecter et ensuite être pris en charge. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'il reste 2 minutes. Je voudrais laisser le mot de la fin à Sandra et Flore pour peut-être clore ce
ce webinaire. J'essaye de suivre également le fil. Sandra. Très rapidement, en mot de conclusion, je pense qu'en tout cas, s'il y a un message à faire passer, c'est que prendre soin de sa santé et de la santé mentale au travail de manière générale, on l'a beaucoup scandé, c'est ni une mode ni une option. Et chez Deloitte, on avance avec beaucoup d'humilité sur le sujet parce que c'est vaste et que c'est complexe, mais avec une conviction que chaque pas compte. Et s'il y avait une chose peut-être à retenir aujourd'hui à mon niveau, c'est que sur ce sujet, il n'y a pas de petits gestes tant que le geste est sincère. Merci beaucoup, Sandra. Flore. Je vais juste appuyer, effectivement, pour moi, le mot-clé, c'est vraiment celui de l'incarnation, c'est-à-dire de l'exemplarité. Il faut vraiment, c'est une démarche qui doit venir du plus haut en fait de l'organisation, portée vraiment de manière très forte et incarnée de manière très forte par l'équipe dirigeante, par les RH et surtout par les managers de proximité. Et c'est ça en fait qui fera vraiment une différence de fond. Et c'est ça qui installe en fait ce climat de sécurité psychologique qui est finalement la meilleure antidote à tous les troubles psychologiques dont on vient de parler. Merci beaucoup, Sandra, vraiment infiniment pour avoir été avec nous ce matin et partager ce retour d'expérience et votre politique autour de cette question clé de la santé mentale. Merci beaucoup, Flore. Nous espérons que ces échanges vous ont donné des clés, des inspirations. Merci beaucoup pour le partage dans le chat. Et n'hésitez pas, on reste disponible en dehors, les profils LinkedIn sur tout pour pouvoir poursuivre les échanges ou approfondir certains sujets. Merci beaucoup. Très belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.